Salut à tous. N'attendez pas le deuxième salut car mon cher Rolly n'est pas avec moi aujourd'hui. On n'a pas réussi à se caler malheureusement, donc je fais ce podcast tard, mais mieux vaut tard que jamais. Je vais parler de l'UFC 281, je vais vous faire mon analyse et mes pronostics pour les 3 combats de la main card. Donc à commencer par le combat d'Israël Adesanya contre Alex Pereira pour le titre des poids moyens. Ce combat aura lieu, tout comme les autres, la nuit du 12 au 13 novembre au Madison Square Garden. Et ce combat est le 3e qui va voir en fait s'affronter ces deux personnages-là. Les 2 premiers combats étaient en kickboxing, avec 2 victoires d'Alex Pereira contre Adesanya. Et là, on va voir ce que ça va donner, si l'histoire se répète ou non dans une autre discipline, avec un autre règlement, avec d'autres configurations lors de cette UFC. Donc commençons, une fois n'est pas coutume, par le Tale of the Tape. Adesanya, 1m93 pour une allonge de 203,2 cm, 23 victoires, 15 KO, 8 décisions et une seule défaite dans la catégorie du dessus, avec une défaite à la décision contre Blachowicz. Pereira, quant à lui, fait la même taille, 1m93, sensiblement la même allonge avec 200,7 cm. Mais en termes d'expérience en MMA, on est bien loin du compte puisqu'il n'a que 6 victoires, donc 5 KO et une décision, pour une défaite à la soumission. Cette soumission est arrivée lors de son premier combat. Depuis, il est sur une série de 6 victoires consécutives et déjà cet accès au titre après seulement 3 combats à l'UFC. Là, c'est son 4e combat à l'UFC. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que le manque d'expérience va jouer ou non ? On aura la réponse très très vite puisque c'est ce soir en fait. Je poste le podcast le jour même, donc c'est ce soir. On va avoir la réponse très vite. Alors, comme je vous l'ai dit, ces 2 personnes se sont affrontées déjà 2 fois en kickboxing. 2 victoires d'Alex Pereira. La première à la décision, c'était lors de son début de carrière. Une décision qui est controversée. Beaucoup disent que la victoire est revenue quand même à Adesanya. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Le deuxième, par contre, combat était encore une fois, un peu plus au début à la faveur d'Adesanya qui avait trouvé de nouvelles armes et de nouvelles approches face à Pereira, qui a réussi à vraiment le toucher jusqu'à le mettre knockdown dans le premier round. D'ailleurs, il le dit, et c'est vrai, on va dire que dans le MMA, il aurait perdu ce combat, Alex Pereira, puisque de toute façon, c'est l'arbitre qui a arrêté le combat pour justement faire le compte de 8, ce qui a permis à Pereira de récupérer. Jusqu'au deuxième round, en fait, où celui-ci a réussi à mettre un peu plus de pression, a réussi à rentrer dans la bagarre avec Adesanya pour placer son fameux crochet du bras avant et mettre KO en fait dans le deuxième round Adesanya et gagner le deuxième combat. Donc, en boxe, Adesanya. Donc on a souvent parlé de lui, donc il y aura sûrement de la redite, mais c'est pas grave. C'est un boxeur qui est ultra complet, il est très facile. Il sait absolument tout faire, quelle que soit la garde dans laquelle il est. Il passe d'une garde à l'autre sans souci. Je l'ai souvent dit lors des précédents podcasts, mais passer d'une garde à l'autre, c'est pas quelque chose qui est compliqué en soi, en tout cas quand on attaque. Par contre, ce qui est le plus compliqué, c'est dans la défense, puisque quand on défend, justement, le fait de switcher de garde, on se retrouve en fait dans une configuration qui n'est plus en garde emboîtée si on était dans la même garde, mais en garde miroir, ou vice-versa. Et dans ce cas-là, les attaques en fait de l'adversaire et la protection qu'on peut imposer à ces attaques change complètement. C'est-à-dire que là où on avait un côté fermé, on devient un côté ouvert, et donc ça peut tout changer, et ça peut permettre en fait à l'adversaire de trouver des failles beaucoup plus facilement. Chez Adesanya, aucun problème en fait. Quelle que soit la garde dans laquelle il sait aussi bien attaquer qu'il ne sait défendre. Donc c'est parfait pour lui, parce que justement, c'est à son avantage, parce qu'il peut justement perturber son adversaire et trouver des failles supplémentaires, trouver des angles supplémentaires pour aller chercher la victoire et, si possible, le KO. Ces combats se décomposent souvent de la même manière, donc en 2 parties. Une première où il analyse en fait son adversaire grâce à une multitude de feintes. En fait, il feinte ses attaques, il envoie des attaques, que ça soit en poing, en pied ou n'importe quoi, il change de garde. Il regarde en fait et il analyse en fait les réactions
de son adversaire, ce qui lui permet après, dans un deuxième temps, de pouvoir passer à l'offensive et de par ce qu'il a analysé dans la première phase, aller chercher en fait les ouvertures et toucher de plus en plus. C'est ce qu'il fait, en fait, c'est ce dont il a besoin pour aller chercher le KO, parce que c'est un boxeur qui est en volume. On a déjà expliqué qu'il y avait des boxeurs qui avaient le KO power, donc qui pouvaient coucher sur un coup. C'est le cas justement de Pereira. Et puis il y a des boxeurs en volume qui, eux, ont besoin en fait de saturer de frappe l'adversaire jusqu'à avoir en fait la frappe précise qui touchera durement et qui pourra faire chuter l'adversaire. C'est le cas pour Adesanya. Il a un énorme QI fight. C'est un boxeur qui s'adapte énormément, alors que ça soit entre deux combats. On l'a vu là entre les deux combats de kickboxing qui ont vu s'affronter Adesanya et Pereira, mais aussi même dans un combat, au milieu d'un combat, il peut très bien s'adapter et puis changer complètement de stratégie pour justement reprendre un ascendant. C'est ce qu'il fait parfaitement. Bon, même si souvent il n'a pas besoin de s'adapter parce qu'il gère déjà de bout en bout les combats qu'il fait face à ses adversaires. Ensuite, au sujet de Pereira, donc tout comme Adesanya, là c'est un boxeur d'élite, c'est un excellent boxeur, mais il a un style qui est très très différent puisque lui est très ancré sur ses appuis et il ne change jamais de garde. Alors quand je disais que c'est un excellent boxeur, déjà je fais une parenthèse, il faut savoir que c'est le premier boxeur à avoir eu la double ceinture dans deux catégories différentes au Glory. Donc voilà, ça montre un peu son niveau, et en plus en gagnant sa victoire par KO, si je me trompe pas, lors de la ceinture de la catégorie du dessus. Donc ça montre aussi son efficacité et sa puissance, quelle que soit la catégorie. Il faut savoir que c'est un combattant qui cut énormément de toute façon, puisque dans la vie normale, il pèse plus de 100 kg, enfin en tout cas aux alentours de 100 kg, là où il combat en moins de 84 en MMA. Alors, je vous l'ai dit, il ne change pas de garde. Ce qui me marque le plus, justement, ce que je disais, c'est sa puissance de frappe. Le bruit de ses coups est tout bonnement impressionnant. À chaque fois qu'il envoie une frappe et à chaque fois qu'elle touche, elle claque et elle claque et elle claque énormément. Que ça soit frappe de poing, frappe de pied, le mec est dévastateur. On sent que chaque coup fait mal. De toute façon, son surnom c'est Stonehand, c'est les mains de pierre, et il porte très bien son surnom puisque c'est vraiment un boxeur qui fait mal, et qui fait d'autant plus mal que malgré le faible, justement, lui, de volume de coups qu'il envoie, il a une précision qui est extraordinaire. Une précision qui, justement, maximise son KO power. Puisque le crochet du bras avant qu'il met, ou même quand il envoie son bras arrière, parce qu'il peut mettre KO avec ses deux armes, à chaque fois, la précision de ses frappes, elle est chirurgicale. Donc son coup le plus puissant, c'est ce que je disais, c'est son crochet du bras gauche, puisque donc il est en garde classique. Ce qui le rend très efficace, en fait, c'est aussi, qui rend très efficace ce crochet du bras avant, ce sont ces enchaînements qu'il fait où il varie les niveaux. Donc c'est comme pour tout bon boxeur, en fait, il sait frapper très efficacement au corps. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit très peu dans le MMA, et qui est là amené par justement ces kickboxers qui se mettent au MMA. Donc il frappe au corps et à la tête, il fait les enchaînements qu'on appelle tête-corps, corps-tête, en fait, pour justement influer sur la garde de l'adversaire. C'est-à-dire que quand tu frappes au corps, la tête, justement, la garde baisse et on peut remonter au visage. D'accord ? Et quand on frappe à la tête, forcément, la garde est haute, on peut frapper au corps, et les frappes au corps usent l'adversaire, surtout les frappes au foie, on peut mettre KO en frappant au foie, on peut frapper à l'estomac, on peut frapper, tout à la rate de l'autre côté avec le poing droit. Donc point gauche au foie, point droit à la rate. Enfin vraiment tous ces coups qui pompent de l'énergie et qui permettent en fait justement de fatiguer l'adversaire, de l'user, donc de faire en sorte que sa garde baisse, que son rythme baisse. Et à ce moment-là, les ouvertures au visage commencent à être un peu plus présentes. Et c'est ce qui lui permet en fait de placer aussi ses frappes. Il joue très bien de son allonge. Il a un enchaînement qu'il aime bien faire, c'est de commencer avec un direct du bras arrière, mais très très puissant, suivi justement de son crochet du bras avant. Donc il peut le faire aussi bien à la tête comme au corps. Il envoie beaucoup de, justement ce que je disais, de direct au corps, pareil, de la même manière, grâce à son allonge. Et il a un high kick qui est très très puissant. Il a une bonne mâchoire, il résiste très bien aux frappes.
Et il surengage pas trop. Alors, bien sûr, quand il envoie ses directs au corps, il a souvent la tête en avant, bien sûr, parce qu'il faut se pencher pour pouvoir frapper. Mais dans la plupart des échanges, en tout cas, il reste très droit. Et il surengage pas sur ses frappes. Il a tellement d'allonge qu'il peut se permettre de ne pas surengager. Lui aussi joue très bien de son allonge. Donc ça, c'est ce qui ne facilite pas en fait le jeu d'Adesanya. Parce que Adesanya est un contreur, même s'il sait attaquer, mais il excelle dans le fait de contrer ses adversaires. Et pour ça, il faut s'engager, il faut rentrer, il faut créer en fait les conditions pour le contre. Avec Pereira, c'est un peu moins le cas. C'est pour ça qu'il est un peu plus obligé de rentrer, de casser la distance et de rentrer un peu plus à la bagarre en fait avec lui pour aller le chercher en fait tout simplement. Alors pour ce combat, je vois moi personnellement un avantage en boxe à Adesanya. Puisque de toute façon il a réussi à trouver des solutions lors du deuxième combat et puis à toucher beaucoup plus justement Pereira. Mais c'est surtout qu'il y a un élément qui change tout, c'est la cage. La cage étant plus grande, la cage n'ayant pas d'angle, ça va être beaucoup plus compliqué pour Pereira de chasser en fait, puisque lui est plus un chasseur qu'un contreur, de chasser Adesanya, qui a des déplacements extraordinaires, qui a le cardio pour tenir 5 rounds, qui sait parfaitement gérer justement un adversaire dans la cage, qui a beaucoup d'expérience. Donc il est fort probable qu'Adesanya puisse justement gérer la distance, venir toucher, scorer, frustrer son adversaire, qui peut-être même commencera à faire des erreurs au bout d'un moment, qui aussi peut-être fatiguera, parce qu'il y a une inconnue, c'est que c'est son premier combat en 5 rounds. Donc on ne sait pas comment son cardio va tenir sur ces 5 rounds. Et au fur et à mesure, en fait, continuer à prendre l'ascendant sur son adversaire grâce à la boxe. Donc pour moi, dans ce combat, je vois quand même justement un avantage d'Adesanya. En lutte, même si il y a peu de chances, on peut être surpris, mais il y a peu de chances que ce combat se passe en lutte. On a un Adesanya qui a une excellente défense. Bon, je dis ça même si là, à mon avis, il n'aura pas vraiment l'occasion de la faire parler, puisque je vois mal un Pereira chercher à l'amener, même si ça pourrait être une surprise, hein, mais bon, connaissant la faculté et l'équilibre sans faille d'Adesanya et sa faculté à défendre sur des takedowns, sur des vrais lutteurs, j'ai du mal à voir et à croire que justement Pereira justement essaie de l'amener. Qu'est-ce que je disais? Il sait aussi très bien accepter les takedowns pour justement partir avec des scrambles et se relever. Il est très explosif, il est très puissant avec ses hanches, ce qui le rend très difficile à contrôler. On l'a jamais vu, par contre, attaquer en lutte, mais peut-être que sur ce combat, on ne sait jamais, il pourrait, en tout cas, peut-être essayer d'amener, puisqu'on sait qu'il travaille énormément sa lutte, si jamais on voit qu'en boxe, si jamais il voit qu'en boxe, justement, il est peut-être submergé par la boxe de Pereira. Ce que j'ai du mal à voir, comme je vous l'ai dit. Maintenant, il peut tenter, mais je pense qu'il va vite savoir s'il est en capacité physique d'amener Pereira au sol et c'est là qu'on va savoir s'il va pouvoir s'acharner sur la lutte ou pas. Déjà savoir si son cardio sera le même s'il lutte, ce qui est un risque pour lui, et de savoir si d'un point de vue puissance, il arrivera à fixer un Pereira au sol. Parce que je l'ai dit en début de podcast, Pereira fait 100 kilos dans la vraie vie, là il descend en moins de 84, et il va sûrement reprendre énormément de poids et de volume entre la pesée et le moment du combat. Donc il va reprendre énormément de puissance. Ce qui fait que pour le stabiliser, déjà pour l'emmener et pour le stabiliser, ça risque d'être très compliqué. Donc s'il teste, en tout cas voilà, le premier test sera décisif pour savoir si c'est une bonne stratégie à mettre en place ou pas. Maintenant, comme je vous le dis, j'ai quand même du mal à voir ce cas de figure-là. Pour Pereira, tout comme Adesanya, il n'attaque pas. Il a confiance en sa boxe, il sait que c'est là où il est efficace, donc il n'a aucun intérêt à attaquer en lutte. Ses défenses sont bonnes, mais moins bonnes que celles d'Adesanya. Donc, par contre, une fois qu'il est au sol, grâce à sa puissance, il sait se relever assez facilement. Et là où il est bon et stable justement dans les défenses de lutte, c'est quand il est dos à la cage.
le fait de s'appuyer à la cage lui donne une stabilité très forte, il a de très bons appuis, et il sait parfaitement désengager et sortir justement d'être dos à la cage, renverser la situation pour justement reprendre le centre pardon, et continuer à boxer. C'est quelque chose qu'il fait très bien. Ça, les boxeurs de toute façon ont l'habitude de sortir des cordes, et il le fait un peu de cette manière-là, quoi, comme s'il sortait des cordes pour reprendre le centre du ring. Donc, il se sert en fait surtout de l'expérience qu'il a emmagasinée en boxe pour justement faire ce changement de situation et reprendre une situation dans laquelle il pourrait être boxeur. Pour ce combat, je vois quand même une domination d'Adesanya, tout simplement, si jamais il y avait lutte, tout simplement parce qu'il a plus d'expérience, parce qu'il s'est entraîné beaucoup plus longtemps en lutte. Et voilà, et puis il ne faut pas oublier, je leur dirais pour la partie seule, mais que Adesanya s'entraîne chez Atos, en jiu-jitsu brésilien, donc chez Galvao. Et c'est une académie qui mise beaucoup sur la lutte. Bon, même s'il n'y est pas toute l'année, hein, il y est quand il est aux États-Unis, mais c'est une académie dont la lutte est une part très importante justement de l'entraînement. Que ce soit avec Barbosa, que ce soit même les frères Ryotolo, que ce soit Galvao lui-même, que ce soit Joshua Inger, enfin c'est vraiment toutes ces personnes-là sont des lutteurs, de très très bons lutteurs, et brillent dans le no-gi grâce à leur lutte aussi. Donc c'est un gros avantage. Après, bon, il passe pas tout son temps là-bas, il y va que de temps en temps, mais même quand il s'entraîne, en Nouvelle-Zélande, c'est pareil, il lutte beaucoup. On voit que dans ses camps d'entraînement, la lutte fait énormément partie de sa préparation. Donc, avantage à Adesanya. Au sol, alors, Adesanya, comme en lutte, en fait, il défend très bien. Il sait saisir le moment pour se relever, grâce à son explosivité, toujours sa puissance de hanche. Il a une très bonne garde, surtout une garde papillon. Grâce à son allonge, justement, le fait d'être grand, elle est parfaitement adaptée à lui. Euh, il attaque rarement, voire jamais, les soumissions. Par contre, je suis persuadé qu'il pourrait le faire, vraiment, parce il a des aptitudes, il a les formes de corps pour le faire. Encore une fois, je le répète, il s'entraîne chez Atos, donc il est ceinture violette de jiu-jitsu brésilien. Bon, alors il n'a pas le niveau, et on l'a déjà dit, d'une ceinture violette compétiteur chez Atos, mais je pense qu'il a le niveau clairement d'une ceinture violette compétiteur, mais pas du même niveau, pas compétiteur international, mais une violette compétiteur sur un niveau national, enfin à sa ceinture en nogi. Donc vraiment, je pense qu'il pourrait saisir une occasion si jamais elle se présentait pour soumettre. Il doit avoir un bon arsenal d'attaque, il a des jambes pour faire des triangles, il ne faudrait pas qu'il s'en prive si jamais il y avait l'occasion justement s'il était au sol. Même si, encore une fois, pour ce combat, il y a peu de chances que ça arrive. Quant à Pereira, rien de particulier à dire sur son sol, puisque on l'a pas vraiment vu au sol. En tout cas, moi, sur les combats que j'ai analysés, je ne l'ai pas vraiment vu au sol, j'ai juste vu être en capacité de se relever, mais on n'a pas vu de travail particulier justement sur ce domaine, donc pas grand chose à dire. Et pour ce combat, donc, du fait qu'il y en a un, on a des cartes, et l'autre, on n'en a pas, je mettrai un avantage à Adesanya, surtout aussi par son ancienneté, par son expérience au sol, et en MMA, qui est moins présente chez Adesanya. Alors, faut pas oublier qu'il s'entraîne quand même avec Glover Teixeira, qui est un monstre au sol aussi. Donc il travaille le sol, il bénéficie de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui est sûrement très, très pédagogue pour lui enseigner, mais l'ancienneté fait que je donne quand même un avantage à Adesanya. Sur les à côté en fait de ce combat, alors je vous l'ai dit, c'est une trilogie avec deux combats, avec deux combattants plutôt qui veulent s'éteindre. Donc Adesanya dit et répète qu'il veut le mettre KO. Donc attention à conserver quand même son calme et sa lucidité pour ne pas se faire piéger. Parce que ce qui lui a causé sa défaite lors du deuxième combat en boxe, c'est qu'il a accepté la pression en fait de Pereira, ce qui a permis à Pereira de placer justement son crochet du gauche et à coucher Adesanya. Donc là, à voir s'il rentre à la bagarre, s'il veut absolument le mettre KO, s'il se précipite,
À voir si c'est productif. Maintenant, attention, Adesanya dit à chaque combat qu'il veut finir son adversaire et on voit que quand même que depuis ses derniers combats, il est plus dans la gestion, intelligemment, même si pour nous, ça fait des combats qui sont plus durs à regarder, mais intelligemment, il veut conserver sa ceinture et comme tout champion, il reste un peu plus en retrait, il est un peu plus stratégique et donc à voir si pour ce combat-là, s'il perd ses moyens ou pas. En termes de game plan, on l'a dit, hein, moi je l'ai dit là pour Adesanya, il faut qu'il score, qu'il ne rentre pas à la bagarre, qu'il arrive à conserver Alex Pereira à distance, qu'il se déplace beaucoup pour justement pouvoir frustrer Pereira qui pourrait peut-être lui rentrer un peu plus frontalement, un peu moins avec sa retenue habituelle et qui pourra créer des ouvertures pour Adesanya. Donc voilà. Et pour Pereira, de ce que j'ai remarqué des combats qu'il a fait en kickboxing avec Adesanya, les coups en ligne marchaient bien contre Adesanya. Donc continuer là-dessus, mettre la pression pour le pousser lui aussi à rentrer dans l'échange et le cueillir. Alors mettre la pression, c'est facile, il faut arriver quand même à cadrer Adesanya. Il y a quand même quelque chose que je dis depuis longtemps, et ça vous m'avez déjà entendu le dire dans les podcasts, Adesanya, quand il est dans les échanges justement, il a une tendance à avoir peut-être un peu trop confiance en son œil. C'est-à-dire que son coup d'œil fait qu'il arrive à esquiver un peu toutes les frappes. Mais ça fait longtemps que je dis et que je vois et que je me dis qu'un jour, il paiera en fait c'est pas un excès de confiance, mais cette confiance en son œil. C'est-à-dire que souvent, il est il se fait des contre-pieds lui-même où il arrive quand même au dernier moment à esquiver la frappe ou alors à reculer son buste assez pour prendre la frappe en fin de course et donc minimiser l'impact des frappes. Mais il fait ça contre des boxeurs qui sont d'un moindre calibre que justement Pereira et peut-être un peu moins puissant. Attention, le chaos que je redoute depuis un moment dans ces moments-là, enfin dans ces conditions-là, attention, j'ai peur qu'il puisse arriver justement sur ce combat. Donc à voir, la réponse on va l'avoir très rapidement. Donc moi je serais moins joueur quand même que d'habitude. En termes de pronostic, alors, une fois n'est pas coutume, je vais mettre un pourcentage, 70% Adesanya. Alors, je sais pas pourquoi, mais je vois quand même peut-être un KO, mais fin de 3e, 4e round. Vraiment, quand un Pereira aura accumulé assez de frustration, commencera à fatiguer, peut-être créera plus d'ouverture, et là pourra peut-être se faire piéger justement sur peut-être un high kick justement d'Adesanya. Qui fait ça très bien, donc à voir, même si j'ai quand même un peu de moelle. Quand même, bon, il a une sacrée mâchoire, hein, quand même, le Pereira, mais bon. Et si ça finit pas comme ça, de toute façon, ça ira à la décision. Après, sur les 30% restants, peut-être un Pereira, KO dans le deuxième. Vraiment, pendant qu'il est encore frais. Pendant qu'il est encore frais, arriver et mettre un KO sur un échange avec son crochet, c'est possible. Mais bon, en tout cas, je vois plus Adesanya remporter cette victoire et conserver son titre. Ensuite, deuxième combat que j'espère sincèrement, et j'espère que vous aussi, sera un peu plus sympathique à voir et à analyser que celui qui a été fait contre Rose Namajunas de Carla Esparza. Donc Carla Esparza contre Weili Zhang pour la ceinture des poids pailles. Donc Carla Esparza justement qui a gagné la ceinture à la décision contre Rose Namajunas lors de son dernier combat. Un combat qui a duré 5 rounds, mais alors c'est 5 rounds selon la police, mais c'est 12 rounds selon les manifestants. Pour le coup, là, le combat, il est interminable. Je l'ai re-regardé pour analyser justement pour ce podcast, et je me suis, excusez-moi du terme, mais endormi devant. Enfin, il se passe rien dans ce combat, c'est une catastrophe. Et le problème, c'est que c'est un peu pareil pour tous les combats de Carla Esparza. Donc on va voir là contre Weili Zhang ce qui va se passer, mais je prie Weili Zhang pour
pour réussir à faire un combat à la Jedrzejczyk et à étouffer Carla Esparza. Non pas que je souhaite sa défaite ou sa victoire, mais qu'il y ait au moins un combat. C'est vraiment ça. Peu importe après qui bénéficiera de ça, mais vraiment qu'on ait un vrai combat et pas deux meufs qui fassent du shadowboxing pendant 5 rounds, quoi. Donc voilà, on est pour la ceinture des poids pailles. On va faire le tail of the tape. Donc, alors, commençons par Esparza. 1m55, une allonge d'1m60. Elle a 19 victoires, 4 KO, 4 soumissions, 11 décisions. Alors là, déjà, quand je dis ça, ça en dit long sur justement le style d'Esparza. Et voilà, on va en discuter, mais voilà, ça en dit long. 6 défaites, 2 KO, 1 soumission, 3 décisions. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, qu'elle gagne ou qu'elle perde, vous aurez plus de décisions que du reste avec elle. Weili Zhang, 1m63, par contre une allonge qui est la même que celle d'Esparza, donc 1m60. Elle a 22 victoires, 11 KO, donc là c'est complètement l'opposé, hein. 11 décisions d'un côté, 11 KO de l'autre, 7 soumissions, 4 décisions, et elle a 3 défaites, dont 2 justement contre Rose Namajunas, 1 KO et 2 décisions. Sinon, son autre combat à la décision qu'elle avait perdu, c'était en 2013. Donc elle avait été invaincue de 2013 jusqu'à avoir rencontré Rose Namajunas et avoir pris ce fameux magnifique high kick lors du combat pour le titre justement des poids pailles. Alors, en boxe, Esparza. Alors, c'est très dur à dire, mais elle ne cherche pas à boxer. Vraiment. Elle reste à distance, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle fait du shadow, quoi. Elle fait du shadow à distance, elle fait des feintes pour trouver en fait le timing pour shooter de loin, ce qu'elle fait parfaitement bien. Hein. Mais en tout cas, elle, engagée de la boxe, non. Il peut lui arriver de rentrer dans des moments où elle va boxer, où elle va toucher même, hein, quand ça vient au contact, quand l'adversaire casse la distance, mais la plupart du temps, c'est quand même une adversaire qui ne cherche pas justement à rentrer dans la distance de boxe. Vraiment. Donc rien de spécial à dire, si ce n'est que j'ai vu les Unbedded et on la voit à la patte d'ours et je comprends pourquoi elle rentre pas en boxe, hein, parce que voilà, son niveau en boxe il est pas bon, quoi. C'est plus une lutteuse qu'une boxeuse, vraiment. Ça, il faut pas être un fin analyste pour le comprendre. Mais par contre, juste quand on voit Weili Zhang à la patte d'ours et quand on voit Esparza à la patte d'ours, ah bah c'est le jour et la nuit, les amis. Donc ouais, non, c'est très très compliqué. Et je pense qu'elle a vraiment conscience de ses lacunes en boxe. Donc c'est pour ça qu'elle ne cherche pas à boxer. Weili Zhang. Donc, elle vient de la boxe chinoise ou du sanda. En tout cas, je ne sais pas si c'est dit clairement, mais ça se voit dans sa façon de boxer. Il faut savoir que les boxeurs de sanda ont un style qui est très propre, très pur. Vraiment, enfin, voilà, de toute façon, c'est le côté codifié du kung-fu, hein, où, en plus en Chine, où vraiment on s'attarde sur la pureté du mouvement, donc, et ça se voit. Elle a des liaisons pieds-poings qui sont magnifiques. Elle est puissante, elle frappe très très fort. Donc, comme beaucoup justement de gens qui font de la boxe chinoise ou du sanda, hein, ils frappent très très durement. Chaque frappe est lourde. Elle commence souvent ses enchaînements par le poing arrière avant d'envoyer son crochet gauche. Elle envoie son high kick jambe avant en isolé. Et elle a de très très bons low kicks de la jambe arrière qui sont très puissants aussi. Sa garde est très haute, très compacte, vraiment. Enfin, elle est très très hermétique au niveau de sa garde. Bon, à part, bien sûr, quand elle a fait l'erreur contre Namajunas où elle a baissé la main sur un low kick. Enfin, plusieurs fois en fait. C'est une erreur qu'elle fait. Comment dire? Il y a des gestes parasites comme ça qu'on fait, enfin, qui ne servent à rien. Et baisser une main sur un low kick, ça a toujours été contre-productif. Parce que, d'une part, ça ne permet pas de bloquer le low kick. D'autre part, en plus de ça, si la jambe vient percuter le bras alors qu'il est tendu vers le bas, on risque une fracture. Mais en plus de ça, on découvre complètement le visage. Donc, c'est ce qui était arrivé lors du premier combat. Je pense qu'aujourd'hui, elle ne fait plus l'erreur. Alors, j'ai pas vraiment vu dans le combat, justement, numéro 2, des deux combattantes, si elle faisait encore cette erreur. Pardon, excusez-moi. Mais par contre, voilà, enfin, en tout cas, sinon, sortie de ça, sa garde, elle est vraiment, vraiment très, très hermétique.
Elle se déplace en circulaire, donc elle ne se fait pas qu'avancer et reculer, ce qui peut être une bonne chose face à une lutteuse comme Esparza. Le fait de ne pas rester en ligne peut lui permettre en fait de moins facilement se faire cadrer en lutte et de profiter à Esparza pour plonger dans ses jambes. Pour ce combat, l'avantage il est clairement à Zhang, puisque c'est entre les deux, il n'y a qu'une seule boxeuse en fait. Donc on va donner l'avantage à la boxeuse. En lutte, Esparza, excellent single leg. Donc elle amène presque systématiquement quand elle est dessus, en fait, quand elle a le single leg. Euh, comme je disais, elle refuse la boxe, donc elle part de loin, mais elle le fait très bien en fait. Dès qu'elle shoot, elle arrive quand même, dès qu'elle a un bout de pied ou n'importe quoi, dès qu'elle a juste un contact, elle arrive à amener au sol. Elle peut shooter en double leg, mais plus rarement. Et c'est ce que je vous disais, il lui suffit de rien en fait pour contrôler son adversaire et prendre le dessus en lutte, c'est impressionnant. Donc pas des choses extraordinaires, vraiment, elle fait pas... Enfin voilà, elle a pas... comme elle part de loin, de toute façon elle minimise les armes qu'elle peut mettre en fait en face de son adversaire, donc single leg, double leg, mais elle le fait tellement bien que ça lui suffit, donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais juste ça, que quand elle met la main sur son adversaire, en général, elle a l'avantage et elle arrive à emmener. Et quand ça passe pas, c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que quand l'adversaire travaille parfaitement bien les défenses en lutte, les sprawls surtout, puisque justement elle part de loin, donc on arrive à le voir et on peut sprawler assez facilement, entre guillemets, face à elle. Je pense à Jedrzejczyk, justement, qui a parfaitement été dans le timing pour les défenses. Là, ça annihile complètement son jeu, et c'est là où on voit que même si elle serait sûrement meilleure lutteuse au contact, elle ne le fera pas, de peur de l'échange en boxe. Surtout quand vraiment il y a une différence de niveau entre les deux combattantes. Zhang, elle a un style donc Sanda, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc elle sait parfaitement saisir les kicks de l'adversaire pour amener au sol. Donc ça, c'est la grosse spécialité des combattants de Sanda, c'est ça. C'est de saisir les frappes de jambes pour emmener et surtout même pour arracher à partir de là, quoi. Donc elle est très puissante sur sa lutte. Donc de par justement le Sanda, comme je vous ai dit, en général, quand ils saisissent la jambe, ils arrivent à arracher l'adversaire pour l'emmener. C'est souvent des projections qui sont de très grande amplitude. Mais on l'a vu aussi sur une petite vidéo où on la voit soulever Ngannou qui doit faire dans les 130 kilos, ouais, aux alentours de 130 kilos, et qui l'attrape justement en single leg, là, comme ça, et qui le charge sur son épaule. Enfin, même lui, c'est le premier, en fait, qui est surpris de ça, parce qu'elle fait ça avec une facilité, mais déconcertante. Donc, une puissance très, très bonne sur les phases de lutte, quoi. Depuis son dernier combat, justement, la revanche qu'elle a fait contre Namajunas, elle s'est mise à travailler avec Henry Cejudo. Donc elle a beaucoup amélioré aussi sa lutte classique. Ça a apporté vraiment ses fruits, parce que lors du combat contre Namajunas, elle a quand même réussi grandement à emmener au sol ou à être très, très efficace justement sur sa lutte beaucoup plus classique et un peu moins Sanda. Je pense qu'elle aura les clés en fait pour défendre justement sur le single leg d'Esparza. Elle a un bon niveau, elle a le niveau pour mettre en application justement un jeu de défense à ce niveau-là. On l'a vu sur les Embedded aussi, elle a vraiment dans son camp, elle a préparé ça. On voit que tout est axé sur des liaisons de boxe et défense de lutte. Donc voilà, de toute façon, c'est pas... Techniquement, sur le papier, c'est pas très compliqué de sortir d'un single leg. Il suffit donc déjà de sprawler dans un premier temps et puis de contrôler fort la tête, de pousser fort la tête de l'adversaire vers le sol et d'orienter le genou vers le haut. En fait, de tourner un peu les hanches et d'orienter le genou vers le haut. L'erreur, quand on se fait saisir la jambe, et je crois que je l'ai expliqué dans une des vidéos sur Alpha Fight Club, donc n'hésitez pas à aller voir. Quand on est pris, qu'on sprawl et que la jambe elle continue à être prise, quand on a un bon lutteur face à nous, il peut très bien capitaliser là-dessus, pivoter ou même continuer à charger et nous emmener. L'idée, c'est vraiment d'imposer une hanche, enfin la hanche du côté de la jambe qui est prise, de coller avec la hanche justement de l'adversaire et de pousser la tête et d'orienter le genou, en fait comme la hanche elle est tournée, d'orienter l'intérieur du genou vers le plafond, vers le haut, pour justement faire lâcher les mains et ensuite pouvoir
soit se relever ou passer dans le dos. Donc c'est quelque chose qui est totalement à la portée d'une Weili Zhang et on va voir si elle arrive à le faire. De toute façon, la clé, c'est si elle n'arrive pas à défendre la lutte d'Esparza, ça va être très compliqué dans le combat parce qu'une Esparza peut pourrir un round, l'amener au sol très rapidement, assez facilement, et ensuite immobiliser l'adversaire au sol et envoyer ses frappes et contrôler l'adversaire justement sur tout un round. Elle a la capacité en fait de maintenir une adversaire au sol assez longuement. Et on a vu en plus de ça lors du combat de Zhang contre Namajunas 2, quand Namajunas elle amène au sol, même si Weili Zhang elle est dangereuse, elle se relève pas forcément rapidement quand elle est sur le dos. Elle est dangereuse, mais elle se relève pas. Donc voilà, il va falloir vraiment qu'elle soit très très concentrée justement sur ses défenses de single leg. Pour ce combat, je vois quand même, je vais dire, un avantage à Esparza, hein, puisque de toute façon, elle a prouvé que même contre une Namajunas qui est très bonne dans les phases de lutte, si elle a décidé de mettre la main sur quelqu'un, en général, elle le fait et elle le fait bien. Au sol, Esparza. Alors, comme tous les lutteurs de l'UFC, elle est souvent dans la garde de l'adversaire pour frapper en grande handpan. À l'époque, elle attaquait peut-être un peu plus les soumissions. Alors ça, la dernière fois qu'elle a soumis, c'était en 2014, où elle a étranglé justement Rose Namajunas lors de leur premier affrontement. Voilà, contre Rodriguez, elle a tenté 2 clés de cheville, mais sans grand succès. Et en plus de ça, même, ça l'a mis dans une situation qui était difficile, parce que sur les 2 tentatives de clés de jambe, Rodriguez est remonté à chaque fois et s'est retrouvé donc dans des positions... dans des top positions où elle pouvait justement plus la frapper. Donc la soumission, on va dire que elle est capable de le faire, mais c'est pas son truc. C'est vraiment pas du tout son truc. Donc ouais, voilà, elle est plus productive quand elle cherche le grand endpoint et qu'elle maintient son adversaire pour pouvoir frapper intelligemment. Weili Zhang, elle est très à l'aise au sol, vraiment très à l'aise. Elle est capable de prendre le dos de l'adversaire, elle est capable de la demi-garde, de faire de la demi-garde profonde, elle l'a prouvé, ou encore d'attaquer des triangles, elle le fait très très bien. Elle fait des transitions aussi, on l'a vu lors d'un combat il y a quelques temps où elle avait fait une transition justement triangle Juji, qui était parfait en fait, tout simplement, où elle avait gagné son combat justement sur soumission. Qu'elle soit au-dessus ou en dessous, elle frappe avec beaucoup de violence. Elle met énormément de coudes. Elle cause beaucoup de dégâts quand avec son grand endpoint, en fait. Donc ce qui la rend, en fait, très difficile à contrôler. Et surtout, ce qui ne donne pas forcément envie d'aller au sol avec elle. C'est-à-dire que même quand elle est en dessous, elle envoie beaucoup de upkicks, elle envoie beaucoup de coups de talon, elle envoie beaucoup de frappes, en fait, qui même si elle n'en profite pas pour se relever, lui permet vraiment de mettre à mal quand même son adversaire. On l'a vu, contre Namajunas, c'était pas son objectif, c'était pas forcément effectivement de se relever comme je disais tout à l'heure, mais c'était quand même d'essayer de frapper très durement, quoi. On voit qu'elle veut faire mal, c'est vraiment ça. Donc contre une Esparza, on verra ce que ça pourra donner si jamais elle l'amène au sol, mais même si je pense qu'elle a quand même intérêt à essayer de se relever dans le sens où il y a le temps qui compte et le temps de contrôle qui compte. Donc voilà, mais quoi qu'il arrive, en tout cas si elle arrive au sol, elle créera beaucoup de dégâts. Une dernière chose sur son sol, c'est qu'elle a une très très bonne défense de garde. Aussi, elle est très dure à passer. Donc voilà, elle est vraiment très à l'aise. On sent que son sol, il est quand même vachement abouti. Et puis comme elle est puissante, ça joue en sa faveur aussi. Pour ce combat, je mettrai un avantage à Zhang, qui a prouvé beaucoup plus de choses, quoi, qui a prouvé qu'elle était capable, comme je disais, aussi de pouvoir essayer de renverser son adversaire grâce à la demi-garde profonde. Enfin, elle a des choses à mettre en place et à proposer pour justement ne pas se faire contrôler, même si, je l'ai dit, souvent elle préfère rester sur le dos, mais pour créer du dégât et se relever et reprendre... surtout contre Esparza, la possibilité de venir et de combattre debout avec elle, quoi. Donc voilà. En termes de game plan, je pense qu'on a un peu donné les clés lors du podcast.
Je dis on a, j'aime bien. Je pense toujours que Rolly est avec moi. C'est un truc de ouf. Il y a son aura qui est près de moi, qui me donne de la force, qui me donne pas de répondant, mais qui me donne de la force. Euh, donc, travailler ses défenses, ses défenses de lutte et la harceler en fait. Parce que plus elle va la harceler en boxe et plus elle va créer l'opportunité de pouvoir la mettre KO. En fait, c'est exactement la stratégie, je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'a fait Jedrzejczyk. C'est-à-dire qu'elle rentre, elle n'a pas peur. Elle rentre en boxe fort, avec de la pression. Et puis, dès que Esparza veut l'emmener au sol, boum, elle la contre. Elle se relève, elle revient debout et elle recommence à la martyriser en boxe jusqu'à ce qu'elle craque et qu'elle tombe KO, quoi. Donc, en termes de pourcentage, je mettrais un 70% Zhang par KO au deuxième round et 30% décision Esparza à la décision. Donc, quand je dis ça, c'est 70% d'un combat cool et 30% d'un combat chiant. Donc, parce que si c'est le cas, si c'est Esparza qui gagne à la décision, les amis, on va pas avoir beaucoup d'action. Mais bon, on verra. Je souhaite le meilleur pour ce combat parce que vraiment, voilà. Et puis, bon, ça reste du personnel, même si on prend jamais parti. Et là, quand je ne prends pas parti, en fait, peu importe qui gagnera, c'est que le meilleur gagne. Mais pour le bien, quand même, de la catégorie et de l'UFC, si Zhang gagne, il y a peut-être plus de combats hypants à voir pour la suite que si c'est Esparza. Et surtout, si elle arrive à se débarrasser de Namajunas et de Zhang de la même manière, en faisant juste de la lutte et du contrôle et du shadowboxing à distance sur 5 rounds, qu'elle nous fait la même purge qu'il y a eu contre Namajunas, les amis, et qu'elle arrive à régner longtemps comme ça, et ça va être très dur de regarder la catégorie, je vous le dis, en tout cas pour les combats pour le titre. Dernier combat, et pour moi le combat qui me hype le plus, même si Adesanya contre Pereira, j'ai hâte de voir quand même ce point final à la trilogie. Mais ce combat, parce que c'est de la dynamite qui se prépare. Et en plus de ça, c'est un combat qui a une valeur historique, on va dire. Quand on parle d'historique, quand je dis historique, c'est l'histoire qui se crée entre l'un et l'autre. C'est le bisbille qui est entre les deux, c'est la haine qui est entre les deux, les insultes qu'il y a eu dans les gradins de l'UFC lors d'un des UFC précédents. Donc c'est le combat en poids léger de Dustin Poirier versus Michael Chandler. Donc deux combattants qui créent du dégât, deux combattants à spectacle, deux combattants qui vont livrer une vraie guerre. Donc voilà, j'attends ce combat autant que j'ai attendu le combat de Michael Chandler contre Gaethje. Vraiment, c'est... Pardon les amis, il est tard. Vraiment, que ce soit Poirier, que ce soit Gaethje, que ce soit Chandler, toutes ces personnes-là, et de toute façon dans cette catégorie-là, c'est des combats où on sait qu'il va y avoir de l'action, on sait qu'il va pas y avoir une seconde de repos. Ça va être vraiment une guerre déclarée sur 3 rounds. Donc ça, j'ai hâte de voir ce combat-là. Donc, Poirier. On va parler de Poirier en premier, puisque de toute façon, c'est le plus ancien, celui qui a eu le plus de chances à la ceinture, qui a le plus d'ancienneté à l'UFC. Donc voilà, je vais commencer par Poirier. Donc 1m75, une allonge d'1m82,9, 28 victoires, 14 KO les amis, 7 soumissions, 7 décisions. Il a 7 défaites, 2 KO, 3 soumissions et 2 décisions. En sachant que sur les 3 soumissions, sur les défaites, il y en a 2 pour les combats pour le titre, que ce soit contre Oliveira ou que ce soit contre Khabib. Chandler, 1m73, légèrement plus petit. Pardon. Excusez-moi. 1m80,6. Je vais avoir en commentaire que des putains, il a fait que bailler. Les amis, il est tard, je suis seul, je parle beaucoup. Ayez pitié de moi. Une allonge d'1m81,6, donc légèrement plus petite aussi que celle de Poirier, mais ça va pas jouer énormément. C'est pas un écart qui est très significatif. 23 victoires, 11 KO, 7 soumissions, 5 décisions. Donc déjà, on voit que dans les victoires, le ratio est à peu près le même. 7 soumissions des deux côtés, 7 décisions, 5 décisions des deux côtés, et 14 KO, 11 KO. On n'est pas loin. 7 défaites, donc le même nombre de défaites. Par contre, 0 soumission, 4 KO, 3 décisions. Alors,
En boxe, ce qui est marrant, c'est que les deux, ils ont des similitudes, même s'ils boxent pas de la même manière. C'est ça qui est très fort. Donc vous entendrez des choses qui se rapprochent en fait pour les deux. Poirier, ce n'est pas un puncher, mais un boxeur en volume. Il peut tenir un rythme de guerre de 5 rounds sans problème, vraiment. Et il adore ça. Plus il y a du sang, plus il y a de la guerre, et plus on sent que le mec prend du plaisir à combattre. C'est là où il y a des similitudes. Il shift en fait de garde pour casser la distance et renforcer sa puissance parce que ses coups en fait deviennent des coups c'est comme s'il boxait toujours du point arrière en fait. C'est-à-dire que le point avant, quand il va shifter, il va envoyer donc le point arrière, admettons, il est en garde de gaucher, il shift, donc ça veut dire il change de garde, il va faire un grand pas. Donc s'il attaque avec son point arrière devient le jab en fin de shift. Et donc, quand il va attaquer avec l'autre point, forcément, son point gauche qui était point avant, quand il shift, ça devient un point arrière. Donc en fait, c'est ce qui lui permet en fait, d'avoir beaucoup d'amplitude sur chaque frappe et de mettre énormément de puissance justement sur chacune de ses frappes. D'ailleurs, il lance souvent un des coups les plus puissants en anglaise justement de l'arsenal, l'overhand en avançant. Il n'a pas peur, lui, de prendre des coups, ce qui lui permet en fait d'envoyer son bras avant en crochet en contre. C'est-à-dire que quand, là je suis passé sur le côté un peu plus défense, quand l'adversaire attaque sur lui, il a, comment dire, peu importe s'il va prendre la frappe, il va chercher à rester à la distance et il va chercher à contrer. Il va pas désengager, il va chercher à contrer dans l'attaque de l'adversaire. Il a des gros low kicks et surtout des calf kicks qui sont très très dévastateurs. On l'a vu contre son deuxième combat contre Conor McGregor. Ce qui lui permet de le mettre KO, c'est parce que juste avant, il lui tétanise la jambe complètement grâce à ses calf kicks. Calf kick, donc c'est des coups, c'est des low kicks bas, des low kicks en fait, c'est des coups dans les mollets. Il a une garde un peu à l'ancienne, c'est la Fidi Guard, quoi. Enfin, vraiment, c'est une garde qui permet en fait de masquer les zones à risque du visage, tout en imposant en fait les coudes. Donc il couvre en fait avec un bras, avec le bras avant, il met son bras avant et son bras arrière sont perpendiculaires, non pas parallèles, ils sont perpendiculaires. C'est-à-dire que le bras arrière couvre la tête et les flancs, et le bras avant vient se mettre en perpendiculaire, on rentre le menton dans l'épaule, et donc on se cache, en fait il monte le coude et il descend le coude pour venir stopper les frappes de l'adversaire, et donc en plus de ça, mettre le coude en opposition sur les frappes de l'adversaire, ce qui crée des dégâts même quand tu le tapes. Donc c'est vraiment ça. Maintenant, cette garde, elle a une faille, c'est les frappes au corps. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer en dessous de la garde pour venir frapper au corps. Et ça n'a pas été vraiment suffisamment exploité contre Poirier jusqu'à maintenant. Mais attention à un Chandler qui a des frappes au corps qui sont dévastatrices. Encore une fois, dans le Embedded, là, on voit son coach qui justement glorifie un peu ses frappes au corps. Il est très puissant là-dessus, étant donné qu'il est très souvent très ramassé quand il boxe. Il a cette faculté en fait à rentrer au corps et à la tête, faculté qui est amplifiée par le fait qu'il feinte aussi pour les amener au sol. Donc attention avec cette garde qui est très efficace, qui a mis en difficulté énormément de combattants, mais qui là pourra trouver peut-être une faille avec la boxe de Chandler. En parlant de Chandler, donc lui aussi, boxe très explosive. Donc il a une garde style karaté. Donc il est souvent à distance. Il va chercher en fait à exploser son adversaire, et la garde karaté, ça veut dire qu'il est perpendiculaire à l'adversaire. Il est vraiment, il n'est pas face, il est dans un alignement où il montre son flanc. Il envoie surtout sa jambe et son poing arrière. Donc tout simplement parce que lui aussi, quand il casse la distance, il shift. Donc ça lui permet en fait de venir et d'envoyer une frappe qui sera beaucoup plus puissante, justement parce qu'elle va venir de loin. Et puis en plus de ça, tu vas l'amplifier en engageant encore plus, en avançant ta jambe et en venant frapper justement toute balle, pleine balle, ton adversaire. Donc c'est ce que je disais, ça lui permet de changer de garde et de casser la distance. Qu'est-ce que je voulais dire, ce qui lui permet de
de lancer en fait plus fortement son jab qui devient donc son point arrière en fait comme contre Hooker. Finalement c'est ce que fait aussi c'est là où je disais Poirier, c'est vraiment les mêmes aptitudes. Ils envoient le bras arrière et ensuite donc comme ils ont changé de garde ils peuvent envoyer le bras avant. Contre Hooker ce qui s'est passé c'est qu'il a donc frappé au corps, ce qui a permis de baisser la garde d'Hooker et il est remonté très fort au niveau du visage, ce qui a permis de le mettre KO. C'est vraiment ça sa grande force. Étant donné qu'il est très explosif, que c'est un excellent lutteur et qu'il frappe beaucoup au corps, en fait, il arrive facilement à découvrir le visage des adversaires, ce qui lui permet de capitaliser dessus et d'envoyer des mines, des parfums, parce que lui, il a le KO power, et donc de mettre KO ses adversaires sur justement la fin de l'enchaînement. Donc voilà. Pardon, excusez-moi, je relis mes lignes, parce que comme j'ai dit déjà toutes les informations, il faut que je passe à la prochaine info. Grosse mâchoire, il feinte beaucoup avec sa lutte, c'est ce que je disais. Donc pour ce combat, je verrais quand même un avantage à Poirier, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que Chandler peut très bien imposer son style et son rythme. Donc c'est vraiment ça, il faudra faire attention. Maintenant, en termes de pureté de boxe, de niveau et de compétences en boxe, je vois peut-être plus Poirier. Euh, qui lui, en plus de ça, donc comme je disais, a aussi une très bonne mâchoire, il est très bien dans l'échange, il sait très bien contrer, il est très hermétique sur sa boxe, enfin justement avec sa garde, il est vraiment pas mal, il a beaucoup d'armes à imposer à ses adversaires, et puis il est très très précis. Donc vraiment, et puis il a une boxe qui est atypique, c'est-à-dire que même s'ils ont le même style avec le shift, on va dire que c'est un peu plus une boxe commune. Les styles karatéka comme ont Chandler, on le voit un peu plus que celle de Poirier. Poirier, il a une manière de faire qui est un peu différente, il a un peu son style à lui, qu'il a trouvé avec le temps, et qui, de par sa progression en fait, avec ses coachs de boxe, est encore plus efficace au fur et à mesure du temps. Et vraiment, ouais, pour ce combat, je vois quand même un avantage à Poirier qui pourra sûrement créer beaucoup plus de dégâts que Chandler, surtout sur le long terme. En termes de lutte, alors, Poirier, il a une bonne lutte, il a même une très bonne lutte. Il profite de son shift souvent pour aller chercher le double leg. Et, il a une bonne défense, mais souvent il préfère, et malheureusement, l'option guillotine, même si ça peut passer, mais malheureusement on voit qu'il lui manque quand même un petit truc pour finaliser justement cette guillotine. Mais il va souvent chercher l'option guillotine. Alors ça a failli payer au bout de la troisième ou quatrième tentative contre Khabib, où lui-même a dit que il était pas loin, enfin pas loin de taper, mais que voilà, c'était quand même très très chaud pour lui avec la guillotine de Poirier. Mais quand même, cette option d'aller chercher la guillotine fait que souvent, enfin tout le temps, c'est au détriment en fait de la défense en lutte, et ce qui le fait chuter. Après derrière, voilà, faut après aller chercher la possibilité de se relever, ou alors de travailler sur d'autres soumissions. Mais comme je dis, il lui manque un truc sur les soumissions. Il a du mal à finaliser ses adversaires. Euh, il aime venir à la lutte, mais juste pour amener à la cage, afin de contrôler et de créer du dégât, en fait, tout simplement. Et comme il préfère rester debout, bah, il amène rarement, en fait. C'est très rare qu'il aille chercher le double leg. C'est vraiment histoire de feinter et de changer de paradigme. Souvent, j'en parle, hein. Ne pas rester toujours dans la même manière de combattre, et d'autant plus quand on a un combattant fort et intelligent, c'est de venir et de le feinter. Donc des fois, faire une amenée au sol, ça permet de surprendre, de capitaliser dessus, et puis après, par la suite, de créer la crainte à l'adversaire d'en prendre une deuxième quand ça se relève, et donc de créer d'autres ouvertures en boxe. Donc c'est intelligemment fait, mais il ne le fait pas souvent. Quant à Chandler, lui, c'est une très grosse lutte en explosion, comme d'habitude, hein, il part de loin, donc forcément, il est obligé d'être très explosif. Il est capable de faire des techniques vraiment de haute volée, comme la souplesse arrière à Benson Anderson, quand il combattait au Bellator, mais comme aussi l'arraché extraordinaire qu'il a fait à Gaethje, même si au détriment, comme je l'avais dit dans le débrief, du contrôle derrière, parce que faire des techniques extraordinaires, c'est bien. Contrôler derrière et capitaliser dessus, et surtout sur l'énergie déployée pour pouvoir le faire, même si lui, avec sa technique, ça lui demande moins d'énergie que quelqu'un d'autre. Mais que par exemple, ce que je disais tout à l'heure, un Adesanya contre un Pereira, si Adesanya se met à lutter, on ne sait pas en termes d'énergie ce que ça va lui coûter. Mais par contre, lui, Chandler, il peut emmener des gens en les arrachant toute la journée. Donc
Donc bon, mais bon, c'est toujours mieux de pouvoir capitaliser derrière, et donc voilà. Mais il est très très bon pour faire des techniques de grande amplitude. Il sait faire des single legs, des double legs, qui sont très puissants. Il part en fait avec tellement d'explosion, avec tellement de vélocité que quand il rentre dans les jambes, c'est un taureau, c'est un train qui vous rentre dedans. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile pour lui d'amener de par l'impact qu'il va créer. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais d'autre? Il a une très bonne take dans le defense. Il défend très bien les amener au sol en poussant la tête de l'adversaire. C'est ce que je disais tout à l'heure pour le combat Weili Zhang contre justement Esparza. Lui, dès que quelqu'un essaie de l'attaquer dans les jambes, il pousse très fort la tête, il est très stable, et justement ce qui lui permet, sa stabilité et son équilibre, de frapper en même temps dans les défenses, ce qui désarçonne complètement l'adversaire et qui contraint en fait l'adversaire de lâcher en fait la saisie. Euh, il aime le snatch single, alors tout comme Ousmane qui est son partenaire d'entraînement. Qu'est-ce que c'est que le snatch single? C'est quand on descend, en fait, on va pas shooter, en fait, on va juste se pencher en avant, attraper la jambe avec les deux bras et la ramener à soi pour justement avoir le single leg et pouvoir ramener au sol derrière. Donc c'est une technique qui est géniale parce qu'elle est très rapide, elle est pas téléphonée. Il y a peu de contre, parce que même un coup de genou ou quoi que ce soit, c'est très compliqué là-dessus, même si on se penche en avant. Donc, et en plus de ça, ça permet de feinter beaucoup mieux, justement, quand on fait ce snatch single entre les feintes box-lutte, lutte-box. C'est plutôt pas mal et intéressant, et c'est pour ça que c'est choisi par les bons lutteurs. Et en plus de ça, gros bénéfice, c'est beaucoup moins énergivore que de shooter, de descendre au sol pour se relever. Donc voilà. Pour ce combat, avantage à Chandler, qui quand même, sur le papier, a une excellente lutte, bien meilleure que celle de Poirier, qui est déjà très bonne. Au sol. Donc, Poirier, il faut savoir que c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Il sait être dangereux sur les soumissions, mais voilà, c'est un danger qui est relatif, je l'ai dit tout à l'heure. Guillotine sur Khabib et sur Hooker, ou encore un triangle omoplata aussi sur Hooker qu'il avait tenté, mais quoi qu'il arrive, il manque, je l'ai dit, quelque chose pour finaliser. Il attaque, c'est bien, c'est propre, mais derrière, il n'a pas le point final à sa technique à chaque fois. La dernière soumission, la preuve, hein, c'est que la dernière soumission qu'il a mise, c'était en 2017 contre Pettis, mais qui ressemble plus, en fait, c'était même plus qu'une soumission. On aurait dit comme que Pettis s'était blessé, en fait, vraiment sur la... C'était les coachs, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc ouais, c'était plus un abandon de Pettis que la soumission à proprement dit. Et sinon, après, il faut remonter à 2012 avec un Brabo choc, donc c'est un étranglement de bras. Donc vraiment, voilà, on voit que c'était il y a 10 ans, donc c'est pas sa grande force, c'est pas sa grande spécialité, la soumission. Euh, Attention par contre, parce qu'il crée énormément de dégâts avec ses coudes en grand and pound. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, il cherche le sang, il cherche le chaos, il cherche le... C'est vraiment son style, hein. La guerre, le dégât, le sang, le bain de sang, c'est vraiment son truc. Et donc, même au sol, c'est ce qu'il cherche énormément. Il cherche vraiment à couper son adversaire et à créer beaucoup de dégâts. Et il a des bonnes défenses de soumission, quand même. Il faut le dire. Quant à Chandler, donc lui, il n'a jamais été soumis. Même quand Oliveira pardon, était dans son dos à essayer de l'étrangler, il a quand même réussi à sortir. Il a un bon sol de lutteur. Vous avez juste, je le dis à chaque fois, mais à aller voir la vidéo où Chandler et Ousmane drillent au sol en lutte pour comprendre que le mec a un niveau qui est extraordinaire dans les scrambles. Il a vraiment... Enfin, c'est pur, quoi. C'est très très dur d'aller le tester au sol, d'aller le stabiliser. Je pense que c'est presque impossible de le stabiliser vraiment au sol. D'autant plus que quand il est dans le grand end pound, pareil, enfin si jamais vous êtes en dessous, il est vraiment très bon, gros grand end pound. Il est très très confiant, même contre Oliveira, encore une fois, qui aurait pu... c'est un risque d'aller chercher le grand end pound et d'être dans sa garde et de rester au contact quand Oliveira est dos au sol. Et Chandler, lui, l'a très bien fait et a réussi à mettre de très grosses frappes sans jamais aucunement avoir été en danger sur les tentatives de soumission d'Oliveira. Il est fort en position de front headlock
pour faire de la guillotine ou pour le grand end pound. Alors le front headlock, c'est quand on prend justement quand l'adversaire est en turtle, donc à quatre pattes, et qu'on vient saisir justement la tête de face pour aller chercher soit effectivement la guillotine ou alors le grand end pound. Souvent, c'est les boxeurs qui sont à l'aise dans... Les boxeurs, qu'est-ce que je raconte, les lutteurs qui sont à l'aise dans cette position parce qu'ils savent gérer et tempérer en fait les avancées de l'adversaire. Si vous n'êtes pas bon en lutte, je conseillerais de passer dans le dos. Donc si on est bon en lutte, on peut rester en face parce qu'on a toutes les armes pour empêcher l'adversaire de revenir saisir une jambe, de pivoter, de vous ramener au sol ou de continuer à vous charger pour vous ramener au sol. Il faut avoir ce bon niveau, savoir où se positionner, comment mettre sa pression pour rester face et pouvoir capitaliser sur cette position-là. Sinon, là où il est très fort, c'est sur les... Alors, rear naked choke, merci pour mon accent. C'est quand on vient étrangler dans le dos. Il est très bon pour passer dans le dos, prendre les crochets et puis venir étrangler de cette manière-là. De toute façon, guillotine, RNC, enfin, pour éviter de vous redire le mot en anglais, enfin, les mots en anglais, c'est des techniques qui sont parfaites pour des mecs comme lui, qui ont des petits bras, qui peuvent rentrer fortement, qui sont très puissants, donc c'est vraiment parfait pour eux, surtout la guillotine. Il a vraiment un physique à mettre des guillotines, notre ami Chandler. Au niveau des à côté, donc les deux combattants, je l'ai dit tout à l'heure, se détestent. Ils promettent une guerre. Attention à Chandler qui peut justement perdre sa lucidité quand il rentre à la guerre, quand il est porté par le public et que voilà, le public réclame du sang, c'est ce qu'il donne en général. Mais là où un Poirier, lui, va être toujours dans le danger, dans le dommage, mais toujours en gardant sa concentration et en combattant intelligemment. Pardon. Anne Chandler, lui, va rentrer en fait dans une guerre inconditionnelle, alors qui peut lui permettre de mettre un KO, hein, parce qu'on l'a vu contre Gaethje, c'est vraiment il a sonné fortement Gaethje, mais il a fait quand même des erreurs stratégiques qui lui coûtent le combat, là où il aurait pu peut-être gagner ce combat. Rien n'est dit à l'avance, hein, la victoire elle est revenue à Gaethje à juste titre, mais je l'ai dit, que ça soit le fait de ne pas capitaliser sur le fait de l'avoir touché, le fait de faire un arraché d'une amplitude extraordinaire à Gaethje, mais derrière ne pas contrôler. Toutes ces petites erreurs-là fait que Gaethje derrière a réussi à reprendre l'ascendant et a été plus intelligent. Et même si lui il est rentré à la guerre, il a quand même réussi à capitaliser, à scorer plus que Chandler. Donc ce que j'ai peur, c'est que ça fasse la même chose avec Poirier. Donc on va voir ça. Surtout que ça se passe en 3 rounds. Donc en 3 rounds, c'est peut-être plus à l'avantage, même si on pourrait croire à l'inverse, mais plus à l'avantage de Poirier que Chandler qui aurait moins la possibilité de créer justement un game plan adapté sur le long terme alors je vais rendre à César ce qui appartient à César, hein, Chris Gainash qui disait justement que Poirier fatiguait sur les phases de lutte et que sur 5 rounds, avec une stratégie adaptée à la lutte, il aurait pu l'user, le fatiguer et donc ensuite capitaliser sur le fait de pouvoir le mettre KO plus facilement et de prendre l'ascendant en boxe puisque Chandler aurait pu durer plus longtemps dans le combat avec cette stratégie-là. Là, sur 3 rounds, c'est un peu plus compliqué, donc à voir ce qu'il va choisir. Mais attention à la perte de lucidité. Quant à Poirier, lui, il vient de perdre sa 2e chance au titre, donc est-ce que ça va avoir un impact sur lui ? Il y en a qui le disent, que c'est possible parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'il compte encore sur une chance au titre, oui ou non, en sachant qu'en plus de ça, celui qui a le titre, c'est Islam Makhachev. Qu'on sait ce que ça a donné contre des mecs qui étaient des soumetteurs. Est-ce qu'il aura encore cette envie d'aller gagner et d'aller chercher sa chance au titre ? Moi, je pense que Poirier, effectivement, son statut de roi sans couronne lui allait très bien. Il aime bien être outsider. Le titre, c'est un plus, c'est vraiment ça, mais je suis pas sûr que sa motivation elle vienne là. Sa motivation, je pense qu'elle vient vraiment du fait qu'il aime combattre, qu'il aime la guerre, qu'il aime le sang. Et voilà, je pense pas que ça impactera sur sa motivation dans ce combat-là. Je pense qu'il voudra avoir à cœur de faire un bon combat, d'aller chercher des grosses victoires, et puis surtout, on l'a vu,
c'est pas forcément la ceinture qui donne le salaire. Donc, et lui, il a pris goût à l'argent et je pense que c'est plutôt ça qui va le motiver à faire un beau combat pour continuer à capitaliser sur le public qui s'est créé, sur les fans qui s'est créé au fur et à mesure du temps et qui lui rapportent les points de pay-per-view quand il fait des main events et puis du UFC numéroté. Enfin, il a besoin de ça, quoi. Donc, son argent, il vient de là. Donc voilà, je pense qu'il aura à cœur de faire un énorme combat. En termes de pronostic, je mets une victoire à la décision à 80% de Poirier et 20% KO Chandler au deuxième round. Voilà. Donc plus de chances à Poirier de gagner. Mais j'ai du mal à le voir éteindre Chandler. Vraiment. Par contre, Chandler, il est capable d'un coup d'éclat. Et comme il l'a fait contre Ferguson, comme il l'a fait contre Hooker. Même si c'est pas des combattants du même calibre que Poirier. Mais il a le KO power. Il a la possibilité d'éteindre n'importe qui. On l'a vu que ce soit avec un poing ou que ce soit avec une jambe. Donc voilà. Dans le deuxième round, peut-être, un KO de Chandler. Mais sinon, voilà, décision de Poirier. Bon, je suis très content d'avoir pu réaliser ce petit exploit de faire cette analyse des 3 combats seul. Parce que forcément, c'est un exercice qui est différent. On n'a pas l'échange, on n'a pas c'est pas la même chose, donc j'espère qu'à écouter, ça sera aussi intéressant que d'habitude. Il y aura moins aussi de blagues, forcément, parce qu'on n'a pas la répartie, je vais pas faire de répartie à moi-même. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre votre pronostic et une partie de votre analyse si vous voulez le faire, parce que il y en a qui font de très très bonnes analyses, comme je l'ai dit, et qui font soit souvent me confortent dans ce que je pensais, ou des fois peuvent me faire évoluer sur ma réflexion. Mais en tout cas, j'aime bien débattre avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre quand même des commentaires, même si on est dans le dernier jour avant le combat. N'hésitez pas à nous mettre le pronostic, n'hésitez pas à partager rapidement le podcast, à mettre des likes, à commenter, à mettre les 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, tous ces trucs-là. Mettez-nous en avant si vous aimez notre travail. Et puis voilà, comme ça, la communauté grandit, de plus en plus de monde nous voit et entend nos podcasts. Donc nous, ça nous fait plaisir, c'est notre seule motivation. Notre seule rémunération, c'est vos commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, même si là, je pense que ça sera plus en journée. Allez, salut les amis, à plus.